Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend un peu le fil de Warhammer qui nous avait perdu depuis bien longtemps, avec une surprise assez agréable pour Noël, qui est la boîte d'initiation du Vieux Monde, donc The Old World. On le rappelle, autre système, autre période, mais concrètement un jeu qui peut quand même paraître un petit peu opportuniste, lié évidemment à la nouvelle mouture du jeu de figurines The Old World qui a remplacé Warhammer Fantasy classique. Et enfin, on va avoir une bonne initiation et surtout un scénario parce que ça fait quand même quasiment quoi, deux ans qu'on n'a pas eu de nouveaux scénarios, en tout cas pour Warhammer, avec essentiellement les Uber Strike Adventure 3 qui étaient pour l'essentiel des reprises de la V3 notamment. Donc évidemment, c'est pas la boîte physique, je l'ai pas. C'est essentiellement des PDF. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est un peu compliqué parce que c'est pas terrible, mais parce que c'est des espèces de grands formats qui sont A4 mais retournés. Donc le premier élément, c'est ce que vous allez lire en premier, ce qui est un grand classique maintenant de toutes les boîtes d'initiation, avec le petit pitch pour vous dire bon bah voilà ce qui va se passer. Commencez par lire ça. Et l'essentiel de ce petit feuillet vous explique bah, comment on joue. Donc évidemment, maître du jeu, joueur. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la boîte? Ça, on va le voir tous ensemble. Comment démarrer? Donc en lisant le scénario et le guide. Et ce que contient la boîte. Donc, et après, on vous dit bah, éventuellement. Donc dans la boîte, il y aura des dés aussi. Tout le reste est présent sous la forme de PDF. Il y a des petits soucis, je crois, au niveau des tokens qu'ils ont remis un peu plus tard. Et après, on vous dit, bah, n'hésitez pas à acheter le guide du joueur, le guide du maître et les accessoires tels que l'écran du maître de jeu qui vient de sortir, que j'ai pas acheté, hein, parce que là, c'est de ma propre poche que je viens acheter, puisque, je sais pas, le Cubicle 7, ils avaient d'autres problèmes, il n'y a pas eu du tout il n'y a pas eu de contact marketing, donc je ne sais pas trop si c'est la V5 qui pose problème, mais donc c'est pas grave, je l'ai acheté de ma poche, au moins le PDF. Donc on va voir ensemble. Donc les différents personnages. Vous avez 6 pré-tirés qui vont être présents, c'est exactement le même système que dans Warhammer V4, avec une espèce de grande page qui vous donne juste l'histoire du petit bonhomme, et ensuite ses stats. Donc là par exemple, on a la Halfling qui est marchande. L'histoire est assez classique, hein, c'est les chemins faisant, arriver jusqu'à je vais arriver, Talagad, donc c'est là où on joue, hein, je rappelle. Talagad, on l'avait aussi dans le scénario Terror à Talabheim de la V2, c'est le port qui est juste en dessous de Talabheim. Talabheim est l'une des villes les plus importantes de l'Empire, c'est aussi le bastion de Tal, c'est situé dans une sorte derrière un mur, une immense muraille en fait, qui protège la ville, et Talagad est d'en bas. Donc Talagad est complètement exposé aux éléments, aux invasions, et surtout de manière plus positive à tous les différents échanges qui peuvent avoir lieu dans le vieux monde. Et c'est là qui va être votre base d'opération pour The Old World, donc le jeu de rôle, comme l'était Uber Strike pour la V4 de Warhammer. On a une époque aussi, il ne faut pas oublier, on joue un peu avant la Grande Guerre contre le Chaos. Donc les mages n'ont pas officiellement de statut, ils ont une sorte de guilde qui s'appelle Hexencraft. Donc y a pas encore, les vents de magie sont plus ou moins tirés à la baguette, ouais. Donc il y a beaucoup de nécromanciens. Dernier grand événement a été, je crois il y a plus de 100 ou 200 ans, la victoire contre les contes vampires. Donc c'est un Warhammer qui est beaucoup plus épique, qui est beaucoup plus simple, quelque part, enfin dans l'optique, mais qui a l'avantage dans une époque assez intéressante, c'est les 3 empereurs. Donc on rappelle un empereur à Aldorf, un empereur à Middenheim et un empereur, enfin en tout cas une force impériale à Talabheim. Et donc tous ces gens-là se tirent un peu la bourre, les différentes régions ne sont pas exactement les mêmes. Je vous laisse vous reporter à la vidéo que j'ai faite sur le guide du joueur si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, et de l'autre côté, c'est une double feuille, vous avez les stats. Donc il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'à gauche, il y a toujours pareil. En fait, on vous explique concrètement les différentes descriptions et significations des statistiques, donc les caractéristiques, les compétences, le point de destin qui a un peu changé, puisque maintenant c'est juste il y a un point de destin, vous pouvez l'utiliser, ce qui fait l'équivalent de la chance, vous pouvez le cramer, et là c'est un point de destin standard, par contre après vous ne l'avez plus forcément. Les compétences, ça change pas trop. En gros, le système est un peu différent dans le sens où vous avez une stat, on vous rappelle, hein, vous avez une carac, vous avez une compétence. Il y a 2 compétences créées par carac qui en dépendent. Quand vous jetez un jet, donc vous lancez autant de dés que vous avez dans la carac. Donc là, par exemple, elle a 2 en weapon skill.
Et si elle veut faire un jet de mêlée, il faut qu'elle lance sur 2d10, parce qu'elle a 2 dés normalement, il faut qu'elle fasse 2 ou moins. Donc c'est très très bas, évidemment. L'idée c'est qu'après vous allez avoir potentiellement différents types pour vous filer des coups de main, pour vous donner des bonus, pour justement monter un peu ce score. Mais souvent c'est comme souvent à Warhammer, si vous n'êtes pas spécialisé dans ce que... Au début, si vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans une compétence, pour vous battre par exemple, il est bien plus intelligent de filer un coup de main parce qu'à ce moment-là, vous filez des bonus aux autres et vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre jet. Ensuite arrivent les lores qui sont un peu les choses fourre-tout, mais qui sont très intéressantes, qui sont des savoirs simplement, qui vous sont donnés par votre carrière, par vos antécédents, par votre race, qui sont des situations qui sont des connaissances pures, c'est-à-dire que quand vous avez l'opportunité d'utiliser, vous pouvez, et si jamais ça rentre en jeu, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez utiliser ce lore pour vous donner des dés supplémentaires dans des situations qui ne sont pas liées simplement à un jet d'érudition. Donc là, par exemple, le fait que Beverly Greenhistle ait accès et un lore sur le savoir des villes sur Talagad, ça veut dire que si par exemple elle a une course-poursuite dans Talagad et qu'elle est poursuivie par quelqu'un, elle peut se filer automatiquement un dé parce qu'elle a le lore en question. Ensuite, bon, les talents, ça ne change pas, ça on rappelle, hein, c'est des mots-clés qui donnent des bonus un peu spécifiques selon la situation, en situation de combat, en situation de jeu. Ça peut être des relances, ça peut être des réussites automatiques. Donc par exemple, les halflins ont cette espèce d'aspect qui fait que si jamais ils ont un jet si jamais ils doivent faire un jet de résistance au chaos, donc comme les halflins classiques, ils ont des gros dans la version classique, ils ont des bonus. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, leurs jets sont glorieux. L'autre principe du jeu, c'est qu'il y a des dés spéciaux. Donc il y a des jets de dés spéciaux, pardon, les jets Grim et Glorious. Donc Grim, c'est en gros, vous êtes obligé de relancer toutes les réussites. Et Glorious, c'est vous lancez tous les échecs. Donc c'est généralement des jets qui sont exceptionnels, qui sont vraiment censés arriver dans les situations de vie et de mort pour représenter le caractère héroïque de cette époque. Mais certains talents, par exemple, vous permettent d'activer ça. Donc le reste, on passe. Hein. Les armes, la résilience, c'est essentiellement les points de vie, la protection qui est faite par l'esquive enfin l'esquive ou assimilée. Et vous avez les contacts, qui est un truc assez important qu'ils ont essayé de mettre en place et qu'ils ont mis au cœur de cette boîte d'initiation et plus généralement de The Old World, qui sont des PNJ que vous avez qui ont un peu comme les patrons dans Warhammer V3 et dans Warhammer V4, l'idée que c'est des personnages qui vont être récurrents, qui ont des relations et des connexions avec vos personnages, que vous pouvez utiliser pour vous filer des coups de main. Mais évidemment, ils vous demandent des choses en contrepartie. Et je pense que j'ai fait le tour, donc c'est assez propre, hein, c'est simple, et le statut a été simplifié aussi. Vous avez toujours les 3 niveaux, donc cuivre, argent, or, mais à chaque fois, vous avez juste un bitonio pour, par exemple, elle est argent 3, ça veut dire qu'elle peut faire 3 dépenses d'argent par aventure. Si elle doit faire des dépenses de cuivre, c'est automatique, on s'en fout. Et donc évidemment, si vous êtes noble, c'est génial parce que toutes les dépenses silver et brass, donc argent et cuivre, qui sont en dessous de votre statut, vous y comptez même pas. Par contre, vous pouvez toujours ne faire que 3 dépenses d'or pour l'aventure, et on part du principe que ça se rechargera hors aventure. Ce qui n'est pas bête en fait comme système, tout le monde n'appréciera pas parce qu'il n'y a plus de gestion d'argent, mais je trouve que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simplifié, ça permet de pas trop s'embêter, tout en respectant le côté, le statut qui a son importance dans Warhammer. Donc on va avoir une marchande Halfling. On a un Edgewither, donc en gros c'est un peu bizarre aussi. Il y a plus, donc on rappelle, hein, il n'y a pas de collège de magie. Donc techniquement il y a juste des voies selon les vents de magie utilisés, plus ou moins, mais qui sont liés en fait au côté social du personnage. Donc en gros vous allez avoir les Edge Wizards qui sont les magiciens marrons, pour aller vite, ou les magiciens de vie. Vous allez avoir les nécromancers, qui sont vraiment les nécromanciens classiques. Vous allez avoir les mages astrales, qui plus ou moins utilisent encore le vent bleu, et les mages de bataille, qui font des boules de feu, essentiellement. Mais donc la grosse différence, c'est qu'effectivement, il y a toujours... Donc la magie marche un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que normalement, vous allez voir, donc on peut le voir, c'est un peu difficile à lire, désolé, qu'il a en fait, donc il est magicien niveau 1, il peut voir les vents de magie et il peut improviser des sorts élémentaux.
Donc l'idée, c'est que vous avez, donc il y a des sorts qui existent avec des niveaux à atteindre pour les lancer. C'est toujours pareil. Donc par exemple, il peut faire rouiller les objets, il peut lancer enfin, il peut cracher un peu des flammes, mais à côté, il peut improviser aussi des sorts élémentaires. Et les sorts élémentaires sont en général, donc l'improvisation, c'est vous les créez sur place, donc c'est pas des sorts qui sont formalisés, mais il y a des tables qui vous sont données dans le guide du joueur pour un peu les créer. Pour pas vous embêter, je crois que dans ce guide-là, on vous dit c'est juste des sorts simples. Généralement, c'est comme les cantrips, les tours de passe-passe dans Donjons et Dragons. Et il y a toujours évidemment les échecs. Donc quand vous ratez un sort, techniquement les vents du chaos peuvent, enfin les vents de magie deviennent complètement fous et vous avez des miscasts, donc des échecs de sorts qui peuvent vous rentrer dans la figure. Ensuite, on a d'autres profils, hein, notamment on va avoir Solin, donc un elfe des bois, Roblard, enfin rôdeur. On va avoir une chevalier errante bretonnienne qui, en gros, c'est un peu le pitch de The Old War, c'est qu'ils vont ramener beaucoup de brétoniens et de kislévites dans l'Empire. Elle a notamment une différence, elle a un talent qui est assez majeur, qui est spécifique à cette carrière, c'est le fait d'être assermentie à l'honneur, ce qui fait que si jamais elle arrive, elle est dans une situation où ça se passe mal, mais elle peut faire respecter elle protège la veuve et l'orphelin, elle protège ses alliés, ou elle se bat contre les ennemis de l'ordre. À ce moment-là, elle peut transformer un jet standard en jet glorious. Donc une ingénieure naine, comme vous en avez vu, 13 000, ça ne change pas trop de Warhammer classique. Et on a un garde de la ville, un sergent en armes. Ensuite, on a un truc qui est très très bien, c'est une table de référence, donc c'est 3 pages mis côte à côte, double recto verso, avec ce qui se passe quand vous réussissez à rater un jet. On rappelle que même si vous réussissez un jet à 1, il y a des conséquences, des complications. Donc les complications, c'est les effets un peu négatifs. Donc pour être sûr, il faut faire vraiment 2. Les conséquences spécifiques, donc en mal ou en bien, la table des compétences, la référence des règles de combat, avec qui agit tour par tour, qu'est-ce qui se passe, le fameux stagger, donc la condition étourdie, qui est une condition qu'on obtient quand vous mettez un bifton, quand vous touchez quelqu'un, il est staggered. Quand vous ratez une attaque, vous êtes staggered, et en gros, en soi, ça fait rien. Mais si jamais vous en prenez une deuxième, si jamais vous prenez une attaque qui pourrait vous infliger un deuxième stagger, là vous prenez une condition où vous prenez une blessure. Donc en gros c'est la condition qui fait qu'après vous pouvez être blessé. Les actions de combat, donc attaquer, viser, aider quelqu'un, improviser, les distances, parce qu'il y a un système de zones qui est utilisé maintenant pour simplifier un peu le combat. Les modificateurs, parce qu'on rappelle, hein, les dés sont assez secs de base, c'est très difficile de réussir. Donc plus vous mettez de dés, mieux c'est. Et il y a des pénalités aussi par rapport au mouvement. Il y a des zones qui sont plus ou moins difficiles pour bouger. Et la blessure, évidemment, la grande table des blessures, qui est assez importante et qui peut, si vous arrivez dans les 20, dans les 30, c'est fini, généralement vous êtes mort. Les fameuses conditions, donc maintenant on ne peut plus avoir qu'une seule condition à la fois, mais par contre le reste ne change pas, chaque condition vous donne un effet négatif souvent, et vous avez plus ou moins différentes façons de le retirer. Notamment il y a une action de combat que vous pouvez faire qui s'appelle la récupération, qui vous permet soit de vous soigner, c'est un test actif, soit d'enlever par exemple certaines conditions comme staggered, parce que sinon ça veut dire que vous êtes potentiellement à la merci de votre ennemi s'il arrive à vous mettre une touche. Et enfin la table sur 2 pages des miscasts, quand vous lancez sur une page pardon, quand vous lancez un sort. C'est vraiment c'est quasiment mieux je trouve que dans le bouquin de base au niveau de la synthèse de toutes les règles. Il n'y a pas tout évidemment, mais c'est quand même très très propre de faire tout ça en 6 pages. Je trouve ça assez exceptionnel. Ensuite, on a une grande carte présente de la ville de Talagad pour un peu situer tous les lieux et accompagner le guide de la ville que vous allez avoir par la suite. Il y a une autre carte que je n'ai pas ouverte, mais qui est un PNG, que vous pouvez trouver sur leur site internet. C'est un grand PNG qui fait toute la région de Talabheim. Et ensuite, on arrive un peu au gros morceau de cette boîte d'initiation. C'est un livret qui fait 66 pages. Comme dans la boîte d'initiation de Warhammer V4 avec Uberstrike, on a un descriptif assez massif en fait de la ville du port de Talagad, qui est plus, ça c'est important de le noter, il est beaucoup plus important que ce que vous allez avoir dans le guide du maître, où il y a à peu près une dizaine de pages descriptives sur la ville. Là, vous avez quand même 60 pages, donc c'est quand même assez important.
avec l'histoire, évidemment, de la ville, comment elle a été construite, elle est passée de main en main, les différentes destructions qui sont arrivées, parce que l'idée, c'est toujours pareil, c'est que les nobles, les riches et les prêtres vont se planquer à Talabheim, derrière le mur, et vous allez, enfin, les pauvres et les classes moyennes se font rouler dessus sans arrêt dans la ville. Les différentes factions, donc on fait très brièvement une récapitulation politique de l'état de la ville. Je rappelle, il y a plusieurs factions qui se mettent en bisbille, Middenheim qui est pas très loin, qui est pas très content non plus, et différents groupes de mercenaires. Ensuite, on a les contacts. Donc les contacts, c'est des gens qui vont être importants dans le scénario, donc on vous les donne. C'est pas tous les contacts, il y en a beaucoup plus dans le livre de base. Mais au moins, c'est des gens que vous pouvez être à même de rencontrer durant la partie. Donc il y a notamment un mercenaire, le mercenaire bretonien, un magicien, le lieutenant, un prêtre de Thal, une alchimiste, un ménestrel elfe des bois et un contrebandier nain, si je dis pas de bêtises. Et eux ont tous des connexions avec les personnages de la boîte de base, enfin de la boîte d'initiation évidemment. Et on récapépète pour redonner ça. Et ensuite, après, on a une description quartier par quartier de la ville, donc les docks, avec à chaque fois des lieux, à quel statut on peut acheter ou vendre dans ce lieu, les assets. Donc les assets, c'est des objets physiques ou des lieux qui vous permettent d'avoir des bonus pour faire certains jets de compétences. Par exemple, pour un prêtre, ça serait un temple. Pour un alchimiste, ça serait un laboratoire d'alchimiste. J'en passe des meilleurs, un forgeron, une forge pour un forgeron ou pour l'artisanat. Et tout est fait comme ça, c'est plutôt pas mal foutu. Et à chaque fois, on essaie de les lier aussi à des contacts que vous avez déjà. Donc vraiment, le vieux monde, on va voir comment The Old World évolue comme gamme. Moi, personnellement, je ne sais pas trop si ça va pousser. Mais en tout cas, il y a cette volonté de faire un système plus cohérent, plus simple, qui prend beaucoup plus par la main les gens et qui rend les PNJ plus importants, en fait, simplement. Donc, le marché aux poissons, la sanctuaire d'Igmar, d'Ulrich, je vais y arriver. Il y a un quartier des magiciens, il y a un magasin des magiciens, le marché. Hop. Donc les rows qui sont comment dire, c'est les rues de traverse où il y a plutôt les magiciens, les gens qui ont du fric, ainsi que les soldats. Le Flusdraig, donc comme son nom l'indique, est l'arrivée des eaux sales. Donc c'est là où il y a les pires trucs, le temple de Shalia et les gens, disons, un peu louches, ou les nains. En fait, les personnages qui ne sont pas humains. Et le Callside, qui est un autre aspect du port, qui est de l'autre côté en fait du port, avec essentiellement des armateurs, des marins. Et au-delà des murs, on donne une brève description, mais vous attendez pas à énormément de choses, de Talabheim. Ça tient sur une demi-page. Les terres arabes et le Talbaston, qui est censé être le grand lieu, l'un des grands lieux sacrés de Tal. On a aussi donc les elfes des bois ont une faction qui est en présente, pas très loin, et différents petits villages qui sont autour. Donc vous voyez, c'est quand même, ils se moquent pas de vous parce que vous avez quand même 4 ou 5 pages sur l'extérieur de la ville aussi. Et ensuite, on a tout un listing de PNJ que vous pouvez utiliser pour peupler la ville avec des dockers, des soldats. Il y a vraiment ce qu'il faut. Et un appendice qui résume, et ça c'est bien, qui résume un petit peu tous les personnages, tous les contacts supplémentaires que vous pouvez avoir avec les lieux où les trouver, comment ils peuvent vous aider. Parce qu'encore une fois, vu que les jets sont difficiles à faire, quand il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous avez tout intérêt à trouver un spécialiste, quitte à le payer pour vous filer un coup de main. Et il y a quand même, et tout le reste est lié avec, donc là, il y a la liste des assets, donc les objets que vous pouvez utiliser, des armes, des armures, et on a fait le tour, et je trouve que c'est quand même pas déconnant. Et enfin, donc évidemment, donc je monte le gros qui vous intéresse, je suppose, qui est le scénario qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Cette fois, donc, ça s'appelle la main the hand that feeds, on peut nourrir la main qui le nourrit, donc, qui va être un petit scénario assez rigolo, donc, qui est assez simple. Alors il y a une grosse différence, il faut apprécier, alors, tout le monde n'appréciera pas, mais les règles sont dispensées au fur et à mesure de l'aventure. C'est-à-dire qu'au début, on vous dit voilà comment faire un jet, voici la structure de l'aventure, et après, à chaque fois qu'il y a une situation où une règle du bouquin de base peut être utilisée, on vous met la règle sur l'autre page. Donc là c'est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même la structure directement, donc c'est une histoire en 3 actes, comme beaucoup d'histoires, qu'on va résumer, qui est toute bête, hein, mais qui est plutôt sympa.
Vos joueurs sont quémandés par un des contacts des joueurs, donc Jimmy de Sabatin, le Bretonien, dit il faut que vous alliez sur un bateau qui navigue près de Talagade où on fait de la contrebande, et il y a une vente aux enchères qui est présente, vous devez m'acheter un lot. Donc pas de souci, vous y allez, il y a différents objets qui sont vendus, il y a différentes personnes qui sont présentes, et à un moment, il y a un objet donc vous achetez votre objet, il n'y a aucun problème là-dessus, et à un moment, il y a un autre objet qui est vendu, qui est une main momifiée. Il y a des gens qui sont présents, notamment un noble qui veut l'acheter, et pas de bol, en fait, la main est animée d'énergie nécromantique, sans faire exprès, il y a les flammes qui se répandent dans la ville, elles touchent quelqu'un, un des gardes du noble qui est automatiquement désintégré, et dans le tohu-bohu, donc les joueurs ont quelques rounds pour se barrer, vous sauvez des gens, et la main vient agripper, étrangler en fait un des joueurs. Donc elle ne l'entraîne pas, mais elle l'enserre. Donc vous arrivez, à Talagade, et un des joueurs en fait a une main qui est coincée sur sa gorge. À chaque fois que vous essayez d'enlever la main ou de retarder un peu, enfin d'aller un peu à contre-courant de l'histoire, la main commence à drainer lentement mais sûrement l'énergie, ce qui veut dire que potentiellement vous allez finir comme le mec en poudre sur le pont du bateau. Et c'est à vous de comprendre cette galère, qu'est-ce qui s'est passé. Donc le scénario est assez simple. Au final, vous arrivez dans la ville. Dans la ville, vous allez voir votre contact, vous essayez de retrouver des gens qui pourraient vous aider, donc des prêtres, des alchimistes, des gens qui ont déjà vu cette situation-là, pour comprendre qu'en fait, pour comprendre que en fait, la main que vous avez, c'est la main d'une ancienne reine de Nekara, qui est un PNJ, c'est un des antagonistes principaux qui vous est proposé dans le livre du maître, et elle a fortement envie de retrouver sa main. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par être drainé et vous allez finir en beef jerky, tout fripé, si vous ne faites rien. Donc, vous vous apercevez aussi qu'il commence à y avoir il y a des sécateurs, il y a des agents qui sont au service de la reine, ce qu'ils appellent la reine du crépuscule, donc c'est la reine nécarienne, qui notamment ont commencé à tuer tous les... En fait, elle a engagé aussi des agents humains qui ont commencé à tuer les autres survivants. Enfin, en tout cas, on s'aperçoit que les autres survivants commencent à mourir un à un. Donc, est-ce qu'il y a une malédiction? Il y a un chat momie qui vous poursuit. Et il y a des mercenaires qui ont été embauchés par des principaux prêtres de la reine pour récupérer la main. Donc, c'est un peu le cauchemar. Et la finalité, c'est que vous devez aller, on vous dit, bon bah écoutez, vous n'êtes pas loin de la grande forêt, dans la grande forêt, il y a quand même un très haut lieu de Taal, qui est une grande, qui est la, je vais y arriver, qui est les cascades de Vérophone, où vous pourrez vous purifier, et si vous passez votre coup sous la cascade, normalement, la main va relâcher prise et vous serez sauvé. Donc ça engage toute une histoire, et à la fin, évidemment, les agents de la reine, puis le haut prêtre de la reine arrive, et c'est la grosse baston, et votre but c'est de vous en sortir vivant. Donc le première partie se passe sur le bateau, donc le Gilded Sage, donc le sage doré, qui est un endroit un peu louche, de contrebande. C'est l'occasion évidemment de rencontrer les autres PNJ, de faire des interactions sociales. On vous donne les règles de rencontre sociale, où vous pouvez potentiellement embobiner quelqu'un pour qu'il perde, en fait, qu'il ait des malus à tous les jets autour de lui, comme de la furtivité. Il y a beaucoup de pistes, ça, je trouve ça vraiment bien. Ils ont poussé pour que les gens qui n'ont pas de fonction de combat ne se sentent pas inutiles par beaucoup d'aspects, même en combat. Et en plus, c'est vraiment encouragé par le fait que, rappelez-vous, si vous ratez votre jet d'attaque, vous prenez un état staggered. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous loupez votre attaque, vous êtes déjà en position de désavantage, et la prochaine baffe que vous prenez pourrait vous infliger des dégâts. Donc c'est sûr que vous n'avez pas envoyé le marchand halflin contre un minotaure. Mais par contre, il n'est pas dit que le halflin puisse faire justement des jets avec ses compétences pour filer des dés, par exemple à la chevalier errant bretonienne. Donc c'est plutôt pas mal foutu. Donc on vous donne une liste des gens qui sont présents, puisque ça sera important après, puisque vous allez aller les rechercher pour comprendre ce qui se passe. Et donc il y a différentes, c'est un peu toujours pareil, il y a des petites histoires qu'on vous propose. Il y a notamment, c'est rigolo, il y a un ours qui peut vous tirer les... C'est un peu comme Paul le Poulpe. C'est un ours qui peut enfin, qui peut vous dicter, enfin, faire de la divination et vous dire ce qui va passer dans le futur. Il y a le capitaine qui a des dettes. Il y a le responsable, le maître des ventes. Et donc c'est l'occasion aussi de vous expliquer quand vous dépensez votre argent comment ça marche. Il y a des mercenaires qui va revenir un peu plus tard. Et enfin, on a la vente aux enchères en soi, où vous allez avoir différents objets que vous pouvez récupérer ou sur lesquels vous pouvez enchérir aussi, qui vous donneront des bonus
pour vous et qui seront utiles aussi pour amadouer certains contacts, donc des PNJ que vous trouverez plus tard à Talagad. La main de la Reine du Crépuscule, avec sa magnifique bague, pas de bol, elle draine quelqu'un, tout s'enflamme, et là, vous vous faites gnapper par la main. Vous arrivez, donc aussi l'occasion d'expliquer un peu les règles de magie pour Christophe Odenbach, donc le magicien marron, et vous arrivez sur la berge de Talagad, entouré de dockers qui se demandent un peu ce qui se passe. Et le joueur qui est coincé par la main commence à avoir des visions un peu étranges. Il voit un Chamomis qui est en fait le familier de la reine qui le suit. Et c'est à ce moment-là que les savoirs de vos personnages, que les contacts vont entrer en jeu. Donc là, c'est très très libre. Ils ont un système qui est pas bête en fait, où à chaque fois qu'ils parlent d'un personnage ou d'une séquence d'enquête, ils donnent 3 éléments en fait. Ils donnent les indices, les comment dire, donc, les indices, les astuces pour aller vite et les pistes. Donc les indices, c'est les éléments très importants que vous allez obtenir en discutant avec quelqu'un. C'est obligatoire, donc il n'y a pas de jet en fait, c'est une information qui vous est donnée. Les insights, donc en gros les astuces, c'est des choses qui sont pas forcément nécessaires, mais qui demandent un jet et qui peuvent vous donner des pistes, des petits atouts supplémentaires pour la suite. Et enfin les leads, donc c'est les pistes, elles vous amènent vers où aller après, quoi. Et l'idée c'est que toutes les leads, donc toutes les pistes vont vous amener forcément dans la grande forêt. Il y a l'occasion de discuter avec les contacts. Évidemment, j'ai mis Sabatin parce que c'est lui qui vous a embauché et il vous doit de l'argent, dans tous les cas. Et à chaque fois, il peut vous envoyer sur d'autres personnes. Il va vous dire, va voir un prêtre, va voir un alchimiste. Les différents contacts, donc le chef de la garde, le magicien qui va tenter un sort pour retirer la main, ça ne va pas du tout marcher, et votre personnage va vieillir de plusieurs années. Une prêtresse de Thal, une alchimiste iléenne, donc celui dont je parlais, le saltimbanque elfe des bois qui connaît évidemment très bien la forêt. Et donc chacun des contacts vous file en fait un bonus avec Insight. Donc par exemple, si vous réussissez votre jet de charme avec l'elfe des bois, il vous explique comment se repérer en forêt, ce qui fait que quand vous serez dans la grande forêt, vous aurez moins de problèmes. Et enfin, le mercenaire nain qui ressemble beaucoup à Donald Gleason quand même. Ensuite, on vous dit aussi, vous pouvez enquêter du côté des gens qui ont disparu, enfin les gens qui ont survécu aussi au bateau, est-ce que vous n'êtes pas les seuls à avoir disparu, et là c'est assez rigolo, il y a une sorte de timer, c'est-à-dire que celui qui possédait le devin qui avait un ours, vu qu'il traitait très mal son ours et qu'il l'a laissé en proie aux flammes, il s'est fait tuer, donc on ne sait pas, a priori il a été dévoré par l'ours ou par quelque chose d'autre. Mais par contre, les autres, vous avez un peu le temps de les sauver, c'est-à-dire que le but c'est de comprendre qu'il y a une conspiration pour tous les tuer, et d'aller en fait les voir avant qu'ils meurent, sinon on dit si vous mettez trop de tard, vous les retrouvez assassinés. Notamment vous pouvez retrouver le capitaine, le mercenaire ou le noble, qui est évidemment le plus important à sauver puisqu'il a le plus d'atouts pour vous aider dans la suite de cette histoire. Et sinon, on vous dit ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, utilisez les assets, donc les atouts physiques pour forger, préparer des trucs, vous soigner si vous avez été blessé, et commencer ou utiliser certains des. Et ça, c'est vraiment les assets des personnages. En gros, c'est les possessions des personnages que vous avez quand vous montez de carrière. C'est des choses qu'on vous donne à chaque niveau de carrière. Pendant ce temps-là, il y a évidemment des agents, il y a des méchants mercenaires qui ont été embauchés par, pas directement la reine du crépuscule, mais par ses agents. Donc c'est l'occasion aussi éventuellement, si vous le souhaitez, de pimenter un peu et de montrer comment marchent les jets d'attaque, donc avec le principe surtout de staggered, qui est très important à comprendre, la condition staggered, pour déclencher ensuite des blessures. Et ensuite, la dernière partie du scénario, c'est vous allez dans la grande forêt, avec à vos risques et ses périls, il faut faire attention, il y a des choses intéressantes que vous pouvez trouver en tant qu'alchimiste, d'autres moins, trouver le sanctuaire, et c'est là en fait où vous allez vous retrouver confronté avec 2 personnes, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des mercenaires, le mercenaire qui a survécu sur le bateau, qui est là pour récupérer la relique, enfin la main. Donc potentiellement, vous le combattez, et puis à la fin, vous le laissez partir si vous souhaitez qu'il reste en vie, ou vous comprenez qu'il s'est fait manipuler. Et ensuite, il y a un magicien aussi qui a le même... comment dire qui a le même... en fait, qui est manipulé par la même personne, qui s'appelle l'antiquaire, qui est en gros un agent, qui est le prêtre de la reine équarienne, qui vous suit aussi, et c'est à vous de voir si vous arrivez, encore une fois, à négocier, pour dire, en fait, on y va ensemble, parce que si c'est la main qui t'intéresse, moi, tout ce que je veux, c'est la retirer, donc on va ensemble dans la cascade, et après, tu pourras récupérer la main, il n'y a pas de souci.
Enfin, ou alors vous pouvez essayer de les trahir. Le scénario vous laisse un peu libre de ce que vous voulez faire. Vous arrivez à un sanctuaire qui est pas très loin de la cascade, pas de bol, le sanctuaire a été corrompu par des zombettes, donc il y a de la baston avec des zombettes, ou alors vous pouvez les éviter. Et c'est là en fait où vous alliez, après cette baston-là, juste avant que vous arriviez à la caverne, vos alliés commencent à se faire tuer, il y a une grosse truc dans la... En fait, il y a un peu comme dans Predator, il y a quelque chose qui vous suit depuis que vous êtes rentré dans la forêt, et en fait c'est la Dread Viper, donc c'est une sorte de serpent nécarien momie qui vous suit. Normalement, ils butent, ils vont quicker les alliés qui vous suivent, sinon ce serait trop facile. Et vous devez l'affronter avant de vous rendre à la cascade. Et enfin, la cascade, c'est là où ça va clencher, on va dire. Donc le prêtre Lich, qui est Kutesh, le hiérophante, se révèle en fait et dit bon bah maintenant c'est fait, vous avez été béni par la reine, acceptez-le. Donc évidemment vos joueurs n'ont qu'une envie, c'est d'aller de l'autre côté de la cascade. Et c'est là où il y a un truc mécanique aussi, c'est que donc vous avez une baston avec des soldats et des archers nécariens, plus le hiérophante qui peut invoquer un cheval spectral. Mais votre but, c'est vraiment de courir, foncer pour aller vous faire purifier et ainsi perdre l'emprise de la main, déjà. Et aussi, on vous donne des pistes, justement. Et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, si vous avez juste rushé pour aller jusqu'à la fin, il y a plein d'avantages que vous n'aurez pas. Et le but aussi, c'est de faire comprendre à vos joueurs, quelque part, que s'ils avaient voulu maximiser leurs chances, ils auraient peut-être dû faire d'autres choses. Donc c'est évidemment si vous avez des objets intéressants, si vous avez discuté avec les prêtres, vous avez potentiellement des bénédictions. Si les mercenaires sont encore en vie, ça vous aide. Et c'est assez rigolo, c'est que si vous avez sauvé l'ours qui était dans le bateau, il vient vous aider. En fait, bon, il est béni par Tal, quoi, mais il arrive pour filer un coup de main. Et le pouvoir de Tal, donc dans la cascade, permet de purifier et de détruire la main. Évidemment, et normalement, vous détruisez le hiérophante, la reine nécaréenne se manifeste dans vos esprits en disant « J'aurai ma vengeance, elle sera terrible ». Et donc vous revenez tranquillement à Talagad. Vous avez, normalement, c'est aussi un Grim Potent, donc on rappelle, hein, les sombres présages, c'est des manières de lier vos joueurs face à une menace commune comme groupe de cohésion. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en gros, l'introduction que vous venez de jouer vous met en porte-à-faux avec la reine du crépuscule, donc l'espèce de momie nécaréenne qui va revenir pour vous hanter prochainement. Et on finit par un petit bestiaire très simple, avec donc des PNJ supplémentaires. Mais ça, c'est pas par rapport à la ville, c'est vraiment par rapport à tout ce que vous avez rencontré dans le scénario, donc les gores, les zombettes, le Dread Viper qui est assez vénère, ma foi, des archers squelettes, des gardiens des tombes, et Kutesh, le hiérophante, qui est le grand méchant, Chanty the Bear, lui, qui vous file un petit coup de main. Et on finit par les tokens, donc on a des doubles tokens avec tous les personnages, les squelettes, votre chariot si vous l'avez, toutes les conditions, les points de destin, la main, la main aussi, pourquoi pas. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment l'ensemble du scénario et de la bonne initiation. J'espère que, à vous de décider si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. C'est pas piqué des hannetons et ce sera pas trop cher, donc ça permettra de découvrir vraiment très bien le vieux monde. J'espère juste qu'ils feront vivre la gamme. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Allez, salut!